femmes et le sport aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est pourquoi Ovaire sur canapé a la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui 3 femmes exceptionnelles et différentes. Kim Thiriot. Kim, tu es une ancienne athlète de haut niveau. Tu es professeure de yoga. Tu es également écrivain, comédienne, artiste, chanteuse. Exactement. Voilà, tu vas nous parler de tout ça tout à l'heure. Sabine, tu es runneuse, tu es ambassadrice de ASICS, la marque ASICS, et de Bio C'est Bon. Tu tiens un compte Instagram qui s'appelle Sab in Action. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et j'aime les challenges. Et elle aime les challenges. Ah ouais, elle aime les challenges. Alors, elle va nous en parler tout à l'heure. Oui, tu aimes les challenges, je confirme. Lisa, tu es professeure, journaliste. Tu tiens un site internet qui s'appelle Women's Soccer France. Women's Soccer France, voilà. Et également un autre site vraiment dédié aux femmes. Voilà, c'est une agence de communication qui s'appelle True North Agency. Voilà, et tu vas nous parler des femmes dans le sport. Toi en particulier, tu es sur, je pense, les femmes dans le football quand même, beaucoup. C'est une de tes thématiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le football pratiqué par les femmes, d'ailleurs spécifiquement en Amérique du Nord. Parce que aujourd'hui, en termes de médiatisation, ça monte au niveau des Françaises, ça monte, mais on est encore dans une espèce d'éducation des médias qui n'est pas encore assez attachée, assez pointue envers ces joueuses, qui on va poser les questions qui sont vraiment essentielles. On pose encore beaucoup trop de questions sur comment est-ce qu'on est féminine sur le terrain. Et c'est quelque chose qui est très intériorisé en fait par les joueuses, donc c'est un peu quelque chose qui me dérange, alors qu'aux États-Unis, au Canada, elles ont plutôt tendance à avoir un vrai message. Elles vont s'engager sur des thématiques qui vont au-delà du sport et au-delà de la féminité et du féminisme. Et c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment. Donc ça monte, mais la Coupe du Monde qui va venir devrait peut-être permettre de capitaliser un petit peu sur la médiatisation. En tout cas, j'espère. Oui, parce que c'est ce qu'on disait, une des grosses problématiques finalement des femmes dans le sport aujourd'hui, c'est la représentation, le soutien médiatique notamment. Ouais. Quoi d'autre? Notamment par exemple en course à pied, il faut savoir que pendant très longtemps, quand on regardait un marathon à la télé, donc ça dure généralement un peu moins de 2 heures, on voyait que des hommes courir. On oubliait qu'il y avait des femmes qui participaient également à l'événement. Et je me rappelle que la dernière fois au marathon de Paris, ce qu'ils ont fait pour essayer de mettre la femme en valeur, ils les ont laissés partir 13 minutes ou 8 minutes plus tôt avant les hommes, de manière à ce qu'elle soit aussi visible à l'écran. Qu'elle soit filmée, en fait. Qu'elle soit filmée, parce que 13 minutes, c'était l'écart entre le premier homme et la première femme. Du coup, ça permettait qu'à un moment donné, on puisse les avoir tous ensemble. Et voir qu'il y a effectivement des femmes qui participent. Sinon, pendant toutes ces années, les femmes participaient également, sauf qu'on ne les voyait pas apparaître à l'écran pendant les marathons. D'accord. Et ça, tu penses que c'est dû vraiment à un problème de représentation? Est-ce qu'il y a quand même aussi quelque chose Il y a une volonté aussi pour moi de faire venir de plus en plus de femmes dans ce sport qui se féminise et qui se rajeunit également. Donc, ils remarquent aujourd'hui, les femmes aussi ont un potentiel, et c'est une façon aussi de les attirer vers ce sport-là qui, pendant très longtemps, était réservé aux hommes. Et la première femme qui a participé à un marathon a dû braver les hommes, et elle s'est fait poursuivre par les policiers pour qu'on puisse la sortir de la course, car on estimait qu'une femme ne pouvait pas courir un marathon. Ok. C'est très sociétal en fait. Ouais. C'est aussi c'est une question culturelle, sociétale, parce que par exemple en Europe, pour le football et pour tout un tas de sports, c'est typiquement masculin. Et quand on parle par exemple de football féminin ou de rugby pratiqué par les femmes, comme on devrait le dire, on s'attaque à un territoire qui est masculin et à une fanbase qui est masculine et qui refuse de voir des femmes, ou qui refuse d'être traitées correctement dans les stades. Il y a encore beaucoup trop dans les stades, dans les tribunes, il y a beaucoup trop de chants sexistes, beaucoup trop de chants qui s'attaquent à ce genre de choses, à la pratique des femmes dans le sport. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, quand j'en parlais de la prépa de l'émission, tout de suite, je parlais de la prépa de l'émission il y a une semaine.
Et avec un gars qui aime le foot visiblement, et je lui disais, enfin c'est quand même un vrai problème où il n'y a pas assez de médiatisation autour des femmes. Ah ouais, mais c'est parce que c'est moins intéressant. Je dis non, c'est pas que c'est moins intéressant, c'est que oui, mais si tu vois bien, ça attire moins de monde. Je dis oui, c'est pas parce que ça attire moins. Oui, mais tu vois, alors il y a toujours un oui mais. En réalité, je crois que la vraie problématique, c'est qu'on donne moins les moyens aux femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire que les femmes dans le sport, elles sont moins soutenues pour pouvoir donc avoir les moyens de s'entraîner, d'arriver à un haut niveau déjà. Toi, tu as été athlète de haut niveau, donc toi, tu étais dans l'équitation. À cheval, À cheval, ouais. Dans le CSO. Mais moi, je voulais rebondir par rapport donc, je suis professeure de yoga aussi, et donc c'est l'inverse. Au yoga, il n'y a que des femmes et il y a très peu d'hommes. Et donc souvent, les hommes, on parlait aussi de valeurs dans le sport, on allait dire plus performance pour les hommes, et les femmes, on va dire grâce, enfin bon, on va employer des mots différents. Et donc, pour faire venir les hommes aussi au yoga, parce qu'ils en ont aussi bien besoin, on va dire, ça va vous permettre d'être plus performant, mais on va adapter son discours pour donner aussi envie, et puis pour qu'ils comprennent que pour eux aussi, ça peut leur faire du bien, etc. Ou leur dire, notamment les sportifs, que s'ils se font des blessures, avec le yoga, grâce au yoga, avec les étirements, la récupération, etc., ils auront moins de blessures, etc. On va adapter le discours, que les femmes plus facilement, elles comprennent que c'est un outil qui va les aider à être plus, mieux dans leur corps, elles acceptent de faire ce travail qui paraît un travail qui ne sert à rien, entre guillemets, qui n'est pas, on va dire... qui va pas faire... Ça n'a pas l'air productif, en fait. On va dire, pour gagner peut-être de l'argent ou la course, etc. Et finalement, on se rend compte que ça l'est, mais elles le comprennent, les femmes, elles se disent, je me sentirais mieux, du coup, je serais plus performante aussi. Elles pensent aussi à la performance, bien sûr, mais je veux dire, elles ont plus cette capacité d'ouverture et de se dire, tiens, pourquoi pas. Les hommes, en tout cas en France, parce que à l'étranger, c'est pas comme ça, c'est très différent. Aux États-Unis, il y a énormément d'hommes qui font du yoga parce que justement, ils ont capté que ça les aide à être performants dans le milieu de l'entreprise ou du sport. Mais en France, c'est encore peu connu. Donc, j'ai un contre-exemple. Donc, nous régnons en force et en nombre dans les cours de yoga, nous les femmes. Donc, c'est assez drôle. Tu en as un ou deux, ou dans les stages, tu en as un ou deux. Et donc là, c'est vraiment le contre-exemple. Donc, c'est marrant à voir aussi. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire le fait de pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit du yoga, que ce soit de la course, que ce soit du foot, en fait, c'est quelque chose qui fait du bien. Alors, qui fait du bien et qui, du coup, permet d'améliorer ses performances. Et ça, je pense que c'est quelque chose que toutes les trois, vous comprenez. Mais comme tu dis, lorsque c'est un sport en force, dans lequel l'homme peut exprimer sa supériorité de force physique, lui, il peut raccrocher ça tout de suite à meilleure performance. Et d'ailleurs, la barrière pour que les hommes viennent au yoga, c'est souvent « je ne vais pas être bon, je ne suis pas souple », parce qu'ils savent que les femmes souvent sont plus souples, donc ils ont peur d'avoir l'air ridicule, alors que c'est pas le sujet du tout du yoga, et cela dit, même du sport en général, à la base c'est quand même aussi quelque chose pour se défouler, et quand on a été sportif de haut niveau, justement, on s'est conditionné, moi je vois, le yoga m'a aussi beaucoup aidé pour ça, c'est-à-dire qu'on s'est conditionné mentalement à gagner, parce que quand on est sportif, c'est aussi le but, et donc on est dans un mental assez compétitif, et finalement c'est pas très agréable à vivre, parce que du coup, on est très stressé, on se met en compétition par rapport aux autres, on a peur de décevoir les personnes qui croient en nous, etc. Donc c'est tout un gros problème aussi au niveau mental. Mais alors toi, par exemple, tu vis pas du tout le sport de cette manière-là, Sabine. Toi, quand tu parles du running, c'est pas du tout la manière dont on parle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en compétition avec les autres, notamment quand on n'est pas professionnel, et il y a même au niveau des professionnels, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des rémunérations qui leur permettent uniquement de vivre de ça. Donc il y a beaucoup de passionnés. Et la course à pied, c'est qu'on a la chance de pouvoir courir professionnels et amateurs dans les mêmes courses, de partir en même temps. Et donc tous ceux qui sont passionnés sont en compétition avec eux-mêmes. Donc voilà, il y a certes une vision de compétitivité, mais de dépassement de soi, mais pas de dépassement forcément de l'autre en fait. Donc c'est beaucoup de challenge qu'on se donne à nous-mêmes, d'objectifs qu'on se donne à nous-mêmes. Pas forcément, oui, je vais arriver à telle place dans le classement, mais c'est surtout, j'ai envie de réaliser tel chrono et je vais me donner les moyens. Maintenant, par rapport au yoga,
ou par rapport au foot, c'est-à-dire qu'il y a des sports qui sont très, on va dire, sexués, et donc du coup, qui vont avoir un historique différent. Par exemple, tout ce qui est gymnastique, danse, on va l'attribuer à des femmes, en se disant que ça sert à développer leur grâce, l'esthétisme, enfin voilà, on va avoir cette vision-là. Donc ce sera des sports qui seront majoritairement pratiqués par des femmes. Et comme elle le dit, pour attirer les hommes, il faut jouer d'arguments supplémentaires. Il faut changer de discours. Il faut changer de discours pour les attirer. Mais de manière générale, pour attirer les femmes vers le sport, si ça n'a pas été fait dans la jeunesse, il faut jouer aussi d'autres arguments. Souvent, en tant que runner, notamment sur les réseaux, on se pose la question pourquoi on court. Et là, il y a toutes sortes de réponses qui émergent, notamment certaines qui le courent par rapport à des avis médicaux qu'elles ont reçus de médecins, qui se mettent au sport pour des raisons médicales, parce qu'elles veulent prendre soin de leur santé, et alors qu'initialement, elles n'étaient pas forcément attirées par le sport, et c'est parfois des avis médicaux suite à des problèmes féminins, et ce sont ces raisons-là qui vont les attirer vers le sport. Je pense que la présence des femmes dans le sport, enfin le sport d'une manière générale, c'est une bonne manière de ressentir qu'on a sa vie en main. En fait, moi pour le coup, je fais du yoga. Voilà, je fais du yoga le matin, je fais du yoga le soir. J'ai mes petites pratiques du coup qui me permettent vraiment d'avoir ce ressenti-là qui est non pas je maîtrise ma vie parce que ce serait illusoire, mais je suis active dans ma vie. En fait, c'est ça l'idée. Oui. Et du coup, quel que soit le moment de vie dans lequel je suis, je trouve toujours quelque chose de récurrent, quelque chose de stable, quelque chose qui reste identique d'un jour à l'autre. C'est ma pratique du sport, en fait. Ma pratique du yoga, pour moi, c'est ça. Alors après, le yoga n'est pas qu'un sport. Le yoga est aussi une philosophie de vie. Mais je pense qu'on ressent ça quand on court. Je pense qu'on ressent ça quand on pratique du sport. Bien sûr. Tu vois, ou même... Mais on ne peut pas réduire non plus le yoga à une pratique que sportive, parce qu'il y a tout l'aspect aussi spirituel, etc., qui n'est pas à nier. Mais c'est vrai, une pratique sportive peut aussi permettre de se dépenser, d'aller plus loin. Pour moi, c'est le fait simplement de me retrouver à un endroit, à un horaire et de faire circuler mon corps, en fait. Et de me concentrer là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de me retrouver. Toujours comme si, effectivement, peu importe les aléas de la vie, je me retrouve. Moi, j'irais même plus loin parce que là, sur ces pratiques, on est très centré sur nous-mêmes, sur le dépassement de soi, sur l'acceptation de son corps, sur la meilleure connaissance de son corps, mais sur le sport collectif aussi. Quand une femme pratique un sport collectif, ou même un sport en général, il y a une vraie prise de position. Au-delà de reprendre possession de son corps et d'en faire un manifesto. Par exemple, j'ai étudié ça quand j'étais en train d'écrire un papier sur Osso France. Le génocide rwandais, par exemple, qui a détruit une société. Voilà. Évidemment, la place de la femme dans la société a été un peu compliquée à reprendre en main, évidemment. C'est toujours extrêmement compliqué. Et en fait, il y a une femme qui a lancé une association qui s'appelle Aquos, qui a décidé de faire venir dans les provinces du Rwanda le foot féminin. Et les femmes, au début, n'étaient pas forcément très enclines, mais elles se sont lancées dans l'aventure. Génial, au Rwanda. Au Rwanda. Et ça a relancé sur différents niveaux de la société la place de la femme. Pourquoi ? Parce que quand on a une place dans une équipe, on a une place dans le foyer. Et si on a une place dans le foyer, on a une place dans la société. Donc ça a été énormément important sur ce point-là. Ça a aussi relancé l'éducation, qui est un point extrêmement central, parce que quand on parle de compétition, oui, on a envie de gagner. Et à tous les niveaux, que ce soit l'organisation, comme chaque coéquipier au sein de l'équipe, ce qui veut dire que les universités se sont dit, et si on lançait une ligue universitaire ? Ils sont allés chercher des joueuses qui sont dans des villages, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, etc., qui n'ont pas d'argent pour accéder à l'éducation supérieure. Et comme sur les bases athlétiques aux États-Unis, sur les bases de la bourse athlétique aux États-Unis, ces joueuses-là ont pu intégrer l'université, avoir des masters en droit ou ce genre de choses, permettre l'avancée de la société rwandaise, et même sur un niveau économique. Donc évidemment, l'éducation est la clé pour une société qui prospère, mais l'économie aussi. Donc si avant, par exemple, je vais prendre un exemple dans un village, une personne vendait une brochette ou 2 brochettes de chèvre par jour, quand 2 équipes se déplacent dans un stade, puis il y a les fans, puis il y a l'organisation, puis il y a les juges, les arbitres et compagnie, et ben
ces personnes-là... Et un mouvement voilà, il y avait toute une chef qui partait maintenant, ouais. et donc ça relance l'économie. Et donc c'est un mouvement économique. Exactement. Ouais, donc c'est aussi extrêmement important. Et en Europe, on est un peu en force pour le problème, on joue, on a oui des problèmes qui sont très forts, mais on ne se rend pas compte à quel point, même politiquement, c'est hyper important. En Afghanistan, en Iran, où les femmes sont bannies de stade, quand elles jouent, elles sont menacées de mort. La joueuse Khalida Propal, elle a fui au Danemark parce qu'elle avait elle avait joué au football. Menace de mort. Voilà. Et j'ai lu que l'ONU Femmes, justement, a vraiment mis l'accent, donc il me semble bien que c'était en 2018, sur le sport, justement l'accent pour transcender les problématiques de sexisme, mais toutes sortes de problématiques en fait au féminin, pour que justement ça permette plus de représentativité, plus d'autonomie de la femme en fait. Et ça c'est l'ONU Femmes qui donc met en place des programmes partout dans le monde justement, comme ce que tu décris là, parce qu'effectivement l'accès au sport c'est aussi une forme d'accès à la représentation, l'existence, l'autonomie, parce que tu le dis effectivement, oui je suis dans une équipe donc j'existe et donc je peux être reconnue aussi au sein du foyer mais au sein de la société. Ouais. Et puis aussi de manière sociale, de se créer des liens avec les autres pratiquantes, surtout dans le sport collectif. Surtout dans le sport collectif. Moi, c'est vrai que j'ai fait du sport plutôt individuel, donc à cheval, c'est différent. Donc je revenais à cet esprit de compétition. Quand tu es sportif de compétition, tu es généralement dans un mental très compétitif, etc. et on te pousse là-dedans. Et moi, avec le yoga, grâce au yoga, j'ai appris justement à me détacher de cette vision-là pour aller justement vers un côté beaucoup plus épanoui, faire le sport parce que ça me plaît, parce qu'au bout d'un moment, j'étais carrément coupée du plaisir tellement il y avait le stress, les enjeux, les choses. Et quand on est coupé du plaisir, c'est vraiment dommage. Et c'est pareil avec, par exemple, le yoga. Beaucoup de gens, au début, commencent et ils ne sont pas du tout dans le plaisir, ils sont dans la lutte contre eux-mêmes. Et donc, de réapprendre le plaisir de travailler son corps, de monter à cheval, tout simplement, quand on est dans ce sport-là. Quelquefois, c'est vraiment difficile et ça met du temps. Et donc, le yoga, moi, ça m'a permis beaucoup ça. Et notamment chez certains sportifs que j'accompagne maintenant. Et aussi le tennis. Moi, j'ai joué, ma mère est dans le tennis, etc. aussi beaucoup. Et là, c'est des sports où on est vraiment l'un contre l'autre, quoi. Et donc, mais le fait d'être l'un contre l'autre, oui, ça n'empêche pas, mais parce qu'au départ, on n'est pas construit comme ça. Mais quand même, quand tu es gamin sportif de haut niveau, que tu as les parents derrière, tout le monde derrière, que tu déçois la fédé, enfin, je veux dire, c'est quand même une utopie de croire qu'un gamin parce qu'on commence très jeune, hein, il va se dire non, c'est pas contre moi, enfin, je peux être. Non, bien sûr, il y a une identification. Il y a quand même, c'est difficile, il faut soigner le mental. C'est-à-dire que même un enfant qui serait par exemple introverti, via le sport, il sera amené à rencontrer d'autres personnes, à voyager, à découvrir d'autres trucs, à aller peut-être vers les gens aussi. Ça permet aussi d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, une forme de développement annexe qu'on n'aurait pas eu dans un cadre par exemple scolaire ou familial. Et parfois même le sport permet à certains enfants ou certaines filles de s'émanciper de certaines contraintes familiales, traditionnelles ou tout simplement sociétales, comme on le disait pour l'Afghane qui a dû aller au Danemark pour avoir une forme d'émancipation grâce au sport. Donc le sport a une emprise très importante sur la société et pour le développement de la femme, ça peut être l'un des facteurs liés à l'éducation qui puisse permettre justement d'accéder à cette forme d'émancipation et d'indépendance que beaucoup de femmes demandent aujourd'hui. Et ça amène beaucoup de réalité et de réalisme dans des problèmes. Par exemple, quand nous on travaille, on n'a pas forcément... On sait qu'il y a des discriminations salariales, mais on n'a pas des chiffres. Alors que par exemple, quand on est sportif de haut niveau ou en sport co, par exemple le football, où c'est incroyable, la différence salariale est fantastique. Par exemple, les Américaines, s'il y avait des chiffres à retenir, s'il fallait donner des chiffres, elles ont remporté la Coupe du Monde en 2015. Elles ont partagé 1,750 million entre elles, 23 joueuses. Bon, c'est déjà pas mal, 1 million. Moi, j'aimerais bien me faire 1 million comme ça aussi. 23 joueuses, 1,750 million. Pour avoir remporté la Coupe du Monde. Ouais.
les Américains qui n'ont d'ailleurs pas été à la dernière Coupe du Monde, éliminés par le Costa Rica ou le Trinidad et Tobago, ont perdu en, fait un petit en 2014 et ils ont perdu le 8e de finale de la Coupe du Monde. 8e de finale, c'est vraiment pas grand-chose dans la compétition. Ouais, 8e de finale contre les femmes ont remporté la Coupe du Monde, ok, et là ils sont en 8e de finale. Ils sont en 8e de finale, ils sont éliminés et ils se partagent 5 750 000 $. Voilà. Par exemple, voilà, quand on regarde les clauses de contrat de transfert d'un Neymar qui s'élève à 220 millions d'euros pour le PSG, qui a dû s'acquitter de ça, puis ensuite acheter le joueur, le contrat et compagnie, et verser les 10% à son agent, et qu'on voit les salaires des joueuses, les meilleures joueuses du monde qui sont à 30 000 €, voilà, on voit la réalité des choses. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Enfin, clairement, là, effectivement, comme tu dis, dans ce milieu-là, c'est criant, quoi, parce que c'est des sommes quand même colossales. Donc, elles sont hyper apparentes. Le plafond de verre que, visiblement, toutes les femmes connaissent dans les entreprises. Mais là, c'est, oui, comme tu dis, c'est spectaculaire. C'est énorme. Et puis, il y a aussi, on se rend compte, parce qu'il y a quand même une médiatisation, mais une médiatisation qui, parfois, est un peu toxique. On l'a vu, cette année, il y a eu le Ballon d'Or. La première fois, historiquement, qu'une femme remporte le Ballon d'Or. C'est Ada Hegerberg, excellente joueuse de l'Olympique Lyonnais et norvégienne, qui d'ailleurs refuse de jouer la Coupe du Monde parce qu'elle est en conflit avec sa fédération. Donc c'est très embêtant parce que c'est vraiment une très bonne joueuse. Et elle est sur scène, elle a son Ballon d'Or, et Martin Solveig, qui présente la cérémonie, lui demande si elle sait twerker. Voilà, donc on a l'impression que... J'ai pas compris quel est le rapport. Voilà, déjà il y a zéro rapport, il y a clairement aucun rapport. Et en fait il lui a volé ce moment parce que tout le monde évidemment s'est outré sur internet et tout le monde a dit que Martin Solveig est un abruti ou quoi que ce soit. Mais c'est une vraie photographie de ce qu'est le sexisme dans le sport en ce moment. Et ok, on a eu le MeToo, on a eu le Balance ton port qui ont fait évoluer nos mentalités en tant que femmes par rapport à des choses sur lesquelles on passait avant. On était, c'est pas bon, c'est un peu embêtant, c'est un peu gênant, mais bon, boys will be boys. Alors que non, maintenant, on n'est plus d'accord avec ça et on a quand même encore des gens, des hommes, qui, peut-être inconsciemment, n'aiment pas voir des femmes arriver au même niveau qu'eux ou tutoyer leur record. Il faut qu'elles soient renvoyée à son image de femme, mais tu sais twerker quand même, tu sais être séduisant, tu sais être séductrice, tu sais faire des trucs dans ta cuisine, tu sais être féminine parce que c'est quand même un peu flippant. Mais au secours, mais vraiment, mais effectivement c'est cliché, c'est horrible de se retrouver à un niveau pareil avec tout le travail, tout l'investissement que ça implique, les sacrifices, et de tout d'un coup à cause d'un abruti fini qui gagne des millions et des millions, d'être réduite à quelque chose qui en plus, de mon point de vue, est une insulte juste à la femme et à la féminité. Twerkons tranquillement dans nos discothèques et tranquille dans notre salon, enfin j'en sais rien, mais bon... On n'aurait pas demandé à Mbappé de twerker parce qu'il a reçu le Ballon d'Or du meilleur joueur jeune, du meilleur jeune de la Coupe du Monde. Tellement, et vous savez, je crois même que si on lui avait demandé, il aurait mis un gros pain et tout le monde aurait dit « Ouais, c'est un mec !» Et puis Martin Solveig va faire passer ça comme une blague, en fait. Pas drôle et bon, c'est pas drôle, mais en fait, je jette moins la pierre que de dire qu'on est dans un climat qui a permis cette question. Et encore, en tant que femme, on est encore à se poser des questions, mais ça évolue en termes d'argent. On se pose encore la question de, ok, j'ai une opportunité, disons, ok, je suis aux États-Unis, j'ai une opportunité à Kansas City, mais mon époux, mon copain, il joue à Orlando. Voilà. Bah en fait non, je vais plutôt aller à Orlando pour être avec mon mec. Et il y a encore trop de choses comme ça où les femmes, les athlètes sont trop avec la charge mentale, elles sont bloquées sur leur rôle de femme, de mère et leurs obligations au niveau de la famille. Alors effectivement ça, je voulais aussi... Oui, vas-y Sabine, après on va en parler avec Kim. Qu'est-ce que tu voulais dire toi là-dessus? Non mais c'est que... pendant de longues années, en fait, il a existé dans des contrats, et je pense que dans certains contrats, ça existe toujours, pas forcément dans le sport, des clauses liées à la grossesse des femmes qui, justement, pouvaient rendre un contrat caduc en cas de grossesse pendant une saison ou autre. Donc, du coup, le sport contrôlait bien évidemment la maternité pour une femme. Alors que nous, en tant que femmes, nous savons que nous sommes limités dans le temps. Donc, si en plus de ça, notre profession en tant que sportive, du coup professionnelle, nous empêche de pouvoir donner la vie,
faut savoir que pour certaines femmes, ça les limite à vie, en fait. C'est complètement dingue ce que tu dis. En fait, moi, j'ai quand même écrit une comédie que j'ai pas encore, pour l'instant, n'existe nulle part que sur le papier. Mais en fait, dans cette comédie, j'avais écrit un truc que je pensais totalement impossible, quelque chose qui ne pouvait pas exister. Effectivement, dans mon histoire, il y a une femme qui est patronne d'une entreprise où elle fait signer aux femmes une clause comme quoi elles se font ligaturer les trompes avant de rentrer dans l'entreprise, et aux hommes comme quoi ils se font vasectomiser. Et ben en fait, ça existe, mais ça ne touche que les femmes. Génial. Heureusement, ça avance. On a Serena Williams qui montre justement que ça a été possible. Que c'est possible de revenir à un niveau. Aussi. Oui, parce que femme, je veux dire, athlète de haut niveau, c'est athlète de haut niveau. C'est pas moi qui, après effectivement une grossesse, moi je vais pas aller courir un marathon, les meufs, on est d'accord, mais c'est moi. Je veux dire, une athlète, c'est une athlète. C'est son boulot. Mais justement, c'est qu'on faisait pas confiance au corps féminin. Exactement. On le sentait pas, on le croyait pas capable de revenir à un haut niveau après une grossesse. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ces athlètes ont pris des risques, j'espère pas pour elles, mais elles prouvent en tout cas à cette société qui, pendant de très nombreuses années, a empêché les femmes justement de pouvoir devenir mères lorsqu'elles le voulaient en tant que sportives de haut niveau. Ces femmes-là ont prouvé que c'était possible de mettre un enfant au monde et de revenir à son meilleur niveau. C'est un beau message. Il y a une marathonienne américaine qui a fait ça. Qui a couru carrément avec un enfant. Elle était déjà bien avancée dans sa grossesse. Elle a essayé de faire l'équipe américaine pour les JO. Elle a raté de peu, je crois, au niveau des tests. Mais c'est pour dire, moi-même, j'aurais tendance à dire, mais attends, t'es sûre que le bébé va pas tomber? Non, il faut faire confiance à notre corps. Il faut arrêter de se faire mansplainer ce que notre corps est capable de faire. Il y a des femmes très enceintes qui pratiquent le yoga à un très haut niveau. C'est vrai. Moi, quand je vois ça, ça me fait flipper aussi. Je veux dire, mais bon, elles connaissent leur corps. Mais c'est vrai des athlètes, en fait. Oui, et puis c'est différent en fonction de l'âge aussi auquel on est enceinte, etc. Mais moi, justement, j'avais une anecdote à ce sujet parce que ma mère était sportive de haut niveau aussi, tennis. Elle a été en finale de Roland-Garros junior. Et donc, à l'époque, elle sortait avec un tennisman qui aussi était un sportif de haut niveau. Et donc, ma mère est tombée enceinte donc, de ma grande sœur. Et son mari a dit aussi, il n'y aura qu'un champion dans la famille, ça sera moi. Sympa. Et après, je l'aime beaucoup et c'est quelqu'un de bien et c'est vraiment un sportif. Et on peut comprendre aussi ce genre de problématique parce que quand on est avec aussi des sportifs ou des artistes, on peut comprendre que l'art c'est tellement difficile, le sport c'est tellement difficile, donc on peut faire des choix et même si c'est aller au-delà de l'amour, il y en a qui choisissent leur carrière et pas leur amour, chacun ses choix. Toujours est-il que du coup pour ma mère, elle a choisi d'avoir ma sœur, de s'occuper de sa fille, donc de renoncer à sa carrière sportive, ce qui était très important pour elle. Donc, mais c'est encore une fois des choix aussi qui nous arrivent dans la vie, mais elle n'a pas arrêté donc quand même son sport, elle est revenue à un très haut niveau après ma sœur. Donc son mari a été quand même en finale de Roland-Garros, hein, c'est Patrick Proisy, donc le père de ma sœur. Donc c'est quand même un sportif qui s'est dédié à son sport et qui a réussi, etc. Qui a pu se dédier tout en construisant une famille. Après parce que c'est un homme et que bon, par définition, c'est quand même plus facile à ce niveau-là. Et ma mère, du coup, elle a continué dans sa voie sportive, etc. Mais elle a eu un deuxième coup dur, qui est qu'elle a eu une blessure, je ne me souviens plus du nom de la maladie, mais bref, elle est allée voir plusieurs médecins qui ont dit que si elle continuait à faire du sport, qui était sa vie, elle allait être en fauteuil roulant. Donc, ma mère, elle n'a pas écouté les médecins, ce qui était vraiment un acte aussi de bravoure, etc. Et elle est allée, du coup, faire du yoga. C'est pour ça qu'elle est prof de yoga et que je suis aussi prof de yoga, parce que donc, elle m'a transmis ça. Donc, elle est aussi professeure de tennis, professeure de yoga. Et elle a fait énormément de yoga. Et maintenant, donc, elle devait être paralysée si elle bougeait son corps. Voilà, encore des médecins qui aussi prennent le pouvoir sur le corps. Quelquefois, ils ont raison et on les remercie parce que... Mais voilà, pour dire que tout le monde n'a pas forcément le pouvoir de nous faire changer notre vie. Et donc, elle a fait du yoga et maintenant, elle fait le grand écart, la posture sur la tête, toujours à 70 ans. Donc, comme quoi, et elle court beaucoup, elle fait du sport amateur. Non, mais effectivement, si tu veux, c'est encourageant parce que tu dis, les femmes, elles peuvent se faire confiance, aller au bout de leur vie. Après, je dis pas que...
voilà, il faut accepter aussi quelquefois la vie, effectivement, quand on moi, est j'ai enceinte. plusieurs exemples comme ça de femmes auxquelles on a dit non, il faut tout arrêter, là, ne bougez plus parce que sinon, justement, vous ne bougerez plus. Alors, je retiens quand même aussi le fait que, tu vois, c'est tout de même à la femme de renoncer à sa carrière pour son mari. Ça l'est peut-être de moins en moins, mais j'y crois pas totalement. Encore que moi, j'ai une sœur qui est pas sportive du tout, mais qui, elle, fait carrière, tandis que son mari s'occupe vraiment des enfants. Enfin, pour de vrai, après... Il y a quand même une évolution. Il y a une évolution. À l'ère de ma mère, c'était quand même vraiment beaucoup plus difficile que maintenant. Même si, ça reste quand même encore une problématique où dans des milieux... aussi artistique, on accepte que l'homme soit comme ci. Il y a les problématiques des écarts de salaire, comme on le disait. C'est-à-dire là, l'exemple que tu nous cites est tellement vrai en France. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un couple dans lequel la femme, elle gagne 2 fois moins que l'homme. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, effectivement, c'est l'homme qui va continuer. Subvenir aux besoins. Mais là, je pense que ce qui est important, c'est qu'on le martèle à un moment, c'est que la femme, l'athlète, comme la femme active, comme la femme qui travaille, elle n'est pas un corps. Elle ne doit pas être réduite à sa fonction de maternité, sa fonction de devoir choisir entre sa carrière. On peut être et il y a plein de femmes qui ne veulent pas d'enfants et elles ont le droit, c'est leur corps. Et on le sait depuis 68 quand même, depuis le manifeste des 343 aussi. Mais on est encore en 2019 en train de se poser... c'est moins en moins, heureusement. Mais il faut quand même noter qu'il y a des évolutions et qu'il y a des entreprises qui prennent le parti de mettre en avant des femmes parce que ça leur apporte une image d'entreprise moderne. Parce qu'aujourd'hui, accorder de l'importance à l'émancipation de la femme, c'est très bien vu dans la société. Certains le savent, mais ne font rien pour mettre cela en œuvre. D'autres agissent réellement pour que, notamment, le sport féminin soit vu comme un sport professionnel. Professionnel surtout parce que... Et les femmes, c'est plus de la moitié de la société. Donc, si vous nous présentez des programmes sportifs avec des femmes, on aura envie de regarder et de s'identifier à elles. C'est ce dont on a besoin. On a un manque de rôle modèle qui est assez criant en France. On est en manque de modèles, donc il faut impérativement continuer. Il faut soutenir ces femmes-là. Il faut vraiment continuer de s'engager, chacune à notre niveau, chacune de notre manière. On va arriver au terme de l'émission. Je voulais juste rapidement parler parce que tu écris aussi, donc tu as écrit 3 livres. Yoga pour se libérer de ses dépendances, yoga pour mincir et apprendre à s'aimer. Alors sur cette thématique-là, moi j'aimerais faire une émission avec toi Kim, puisque le titre évoque déjà une problématique pour moi de formulation, mais je sais que derrière ce titre, c'est surtout apprendre à s'aimer qu'il faut retenir. Donc ça, on aura l'occasion, j'espère, de l'aborder et d'en débattre. Merci à toutes les 3. Nous allons accueillir une chanteuse qui est également autrice puisqu'elle sort un album qui s'appelle Orphéon. C'est France de Grissen et elle va nous interpréter un titre que je vous laisse découvrir. From a good heart, don't get me wrong.
I have been burned many times before. Yeah, I even born the world to say. I say you can beat the witch inside. So I make us strong, can beat the witch inside. So I make us strong, can beat the lights inside. So I make them shine. So I'll be born. Oh, I'll be Bravo, bravo, merci, merci. Merci France, bravo. Merci. Alors, cette chanson, The Witch Song ou The Witchy Song? Witchy Song. Witchy Song. Donc, si je ne me trompe, c'est une chanson qui nous aide à retrouver la sorcière intérieure, c'est quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, c'est la connexion en fait à tout ce qui nous relie au monde sauvage et à ses mystères et à sa beauté. Ouais, j'adore. Et alors, nous avons toutes été sous un... On a été envoûtés, c'est ça. Donc cette chanson, elle est extraite de cet album. Oui. Comment tu le prononces? Orphéon. Orphéon, donc, Orphéon. Qui est un album-livre. Oui, c'est un livre-disque qui est à la fois en fait tout l'album que j'ai enregistré à Los Angeles avec un réalisateur qui s'appelle Jamie Candeloro qui a travaillé avec R.E.M., Willie Nelson, Courtney Love, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et donc c'est à la fois tout un carnet de notes autour de la créativité, comment j'ai travaillé pour cet album, ce qui s'est passé sur place à Los Angeles, tout ce que j'ai pu voir pendant l'enregistrement, les textes des chansons, D'accord. Et bien poèmes, entendu, et donc, le disque, évidemment. Le disque. Et donc ce livre-disque, vous pouvez le trouver dans les magasins et ainsi que sur les sites de vente en ligne, Oui. enfin les sites classiques, quoi. Voilà, Ouais. super. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as une actu actuellement? Alors, des concerts à venir. T'as En des fait, concerts à on a venir les informations sur mon site, Alors francedegresen.com. tout sera Voilà. sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à ces concerts à venir. Voilà. Merci beaucoup, merci à toutes d'être venues, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, Ovaires sur canapé. Donc aujourd'hui, nous avions Lisa. Lisa qui est donc professeure, journaliste, deux sites dont tu t'occupes, deux sites internet, Women's Soccer France, voilà, et également le site True North Agency, qui est un site donc pour Créer un safe space dans la communication. Créer un safe space dans la communication pour les athlètes au féminin. Sabine qui est une runneuse, une athlète que vous pouvez retrouver sur son Instagram, Sab in Action. Yeah. Et enfin Kim Thiriot, donc professeure de yoga, autrice de différents livres, donc qui est également comédienne et chanteuse. Toutes les infos seront sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous. Merci beaucoup.